Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode à cœur ouvert avec Alex. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau docteur neuropsychologue Mathieu Blanchet. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir encore accepté de venir au balado. Ah, ça me fait vraiment plaisir. C'est le fun. Oui, je suis content d'entendre ça. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est quand même connu, mais on va l'explorer d'une nouvelle façon. On va parler des dépendances. On connaît beaucoup les dépendances à l'alcool, aux substances, mais là, j'aimerais qu'on parle aussi, surtout de nos jours, soit les dépendances au téléphone, au iPad, aux ordinateurs, même des fois à une personne. C'est-tu possible d'avoir une certaine dépendance, dépendante affective, je pense qu'on appelle? Oui, tout à fait. Il y a cette dépendance-là qu'on va parler plus relationnelle. Il y en a des familiales aussi, des sociales. Il y a plein de types de dépendances. Okay. Il peut y avoir la dépendance au sport. Il y a certaines personnes, c'est un nouveau terme, ceux qui s'entraînent à outrance, qui doivent toujours courir plus longtemps, plus loin, plus vite, etc. Donc, on voit plusieurs types de dépendances. Je vais faire un aparté. Là, on pourra revenir sur la dépendance peut-être affective là, ou sociale en couple, parce que c'est pas exactement la même chose. Mais tous les autres types de dépendance, ils ont un dénominateur commun, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, on est dépendant à la base. Faut manger, faut boire. Donc, on a des dépendances qui sont essentielles à notre survie. Quand nous, on va parler de dépendance comme un trouble là, en psycho, c'est quand il y a un bris de fonctionnement. Que ce soit l'alcool, la drogue, le sport, les cellulaires, les jeux vidéo, la loto. Donc, ça veut dire qu'il y a un bris dans ton fonctionnement au quotidien. Ou bien, tu es trop envahi, tu penses trop à ça, tu commences à oublier aller chercher tes enfants, te présenter au travail, tu arrives en retard, tu conçois tout ton environnement en conséquence de cette dépendance-là. Admettons les coûts. Dès que je vais avoir mon salaire, là, je vais dépenser de temps pour la loto, ou là, je vais dépenser de temps pour la new gear de mes entraînements ou quoi que ce soit. Fait que dès que ça prend une trop grosse place puis que ça vient brimer d'autres sphères de ta vie, habituellement, c'est là qu'on va commencer à parler de dépendance, là. Oh ouais. Parce que je trouve qu'on connaît justement beaucoup ceux qui sont nommés alcool ou consommation, mais là, de parler de dépendance de sport, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, dépendance au sport? Oui, tout à fait. Tu sais, depuis la COVID aussi, je pense que les gens se sont mis un peu plus à s'entraîner, mais à la maison. Ben oui. Donc, on le voit beaucoup plus là à la course. Donc, il y avait un documentaire aussi, je me souviens plus avec qui, là, mais justement sur les gens là, qui repoussent les limites. Là, qu'un marathon, c'est pas assez, un triathlon, c'est pas assez, qui vont toujours continuer à s'entraîner malgré les douleurs, malgré qu'ils vont pas bien, etc. Puis c'est là que la dépendance embarque. C'est quand on est vraiment concentré sur notre pace ou qu'on veut absolument battre notre temps et on lâchera pas tant si longtemps qu'on l'a pas battu. On va faire un autre kilomètre pour aller le rattraper. Puis bon, c'est là que ça devient une dépendance. S'entraîner, c'est sain. Ben oui. C'est pas ça que je suis en train de dire. Si vous vous entraînez, vous respectez, vous dites je fais un 5 km, je fais un 5 km, même si vous faites des marathons. Mais c'est de dire, mais là, j'ai pas réussi mon marathon dans le temps que je m'étais mis en tête, mais je vais en faire un autre tout de suite. Ou je vais continuer plus. Je vais m'entraîner davantage, malgré que j'ai mal aux genoux, quitte à arriver en retard à tel spectacle ou à annuler ma fin de semaine avec mes amis ou quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'il y a un bris de fonctionnement. Tu vas continuer à t'entraîner pour atteindre ton objectif, mais au détriment de ta vie sociale, amoureuse, de ton corps, physiquement. Fait que ça, on le voit de plus en plus. C'est une dépendance qu'on peut traiter aussi parce que c'est quand même les mêmes principes derrière, qu'on soit dépendant à l'alcool, à la drogue. Et puis là, encore une fois, je fais un aparté, on reparlera de la dépendance émotionnelle qui est autre chose, là, mais dès qu'on parle d'une dépendance, c'est ça, alcool, drogue, le sport, on parlait des jeux vidéo, de la loto, etc. C'est quand même, je vais dire, une thérapie similaire, là. OK. Ouais. Parce que dans le cerveau, toutes ces dépendances-là, outre que dépendance émotionnelle, merci. Est-ce que c'est un peu le même fonctionnement dans notre cerveau? Oui, puis c'est pour ça que c'est aussi un peu le même fonctionnement pour la thérapie, là. Donc, tu sais, dans le cerveau, c'est pas juste ça la cause, là. Je veux pas faire ce que moi j'appelle du neurobabillage, là, de prendre une problématique psychologique, mettre des mots neuro, puis le faire comme si c'était nous qui l'avions. Ça fait longtemps qu'on l'étudie en psychologie. Mais en neuro, on sait qu'on a un système, le système limbique. Là, c'est notre système de plaisir, de récompense, des émotions. Puis, il est très avare de dopamine. C'est un neurotransmetteur. Là. Et la dépendance, c'est ce qu'elle vient faire. C'est qu'elle vient augmenter le taux de dopamine.
dans notre système limbique. Fait que notre corps devient habitué à avoir un plus haut seuil puis veut chercher ce seuil-là, ce craving-là, que ce soit dans le sport, puis là, de se challenger, d'aller pousser à l'extrême, ben, notre corps va sécréter cette dopamine-là, puis c'est ça qu'ils veulent aller rechercher. Au plan neuro, là, au plan psychologique, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent l'expliquer. Mais oui, on le sait que notre système limbique puis la dopamine sont essentiels. Mais je ne devrais pas dire essentiels, là, mais sont les facteurs clés dans le développement d'une dépendance. Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles d'être, mettons, dépendants, ou est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, mettons, là, je dis n'importe quoi, mettons que mon arrière-grand-père, mettons mon père avait été alcoolique, est-ce que moi, il y aurait eu plus de chances que je sois alcoolique? Non, pas nécessairement. Ben, je veux dire, il y a plus de chances, mais pas au plan neurobio. C'est pas dans l'ADN. Okay, c'est pas... Donc, là, ça aurait été des comportements appris par ton milieu social. Tu sais. Donc, pas nécessairement neurobio. On voit que tu peux avoir plus de risques parce que tu as dans ton coffre à outils ce moyen-là pour gérer des émotions. Tu as vu ton père gérer ses émotions, ses difficultés en buvant. Fait que toi, tu l'as dans ton coffre. Fait que, la métaphore un peu boboche que j'utilise souvent, mais je dis c'est plus facile de rentrer un clou quand tu as un marteau dedans. Quand tu as le bon outil. Fait que quand tu vis des émotions puis que tu as cet outil-là dans ton coffre à outils, ben, c'est toujours plus facile de l'utiliser. Il existe déjà. Fait que oui, on le voit. Par contre, au plan base neuro, c'est une excellente question parce que je m'y étais jamais intéressé. Puis c'est drôle, j'ai fait une autre chronique, mais sur une autre type de dépendance qui est la dépendance aux sensations fortes. Sauter en parachute, puis tout ça. Puis on m'avait posé la question, puis je savais pas quoi répondre. Fait que je suis allé refaire des recherches. Puis oui, on trouve qu'il y a des gens qui ont un récepteur de plus, qui réagit plus, dopaminergique, là, DR4. Donc, qui ont une prédisposition à peut-être vouloir un peu plus de dopamine. Puis ça, on l'observe beaucoup chez les grands athlètes de sport extrême. Donc, le parapente, l'escalade, mais pas attaché là, sur des roches, tout ça. Fait que ça, on le voit dans le sport extrême. Fait que j'imagine que oui, il y a aussi des prédispositions à avoir ces récepteurs-là dans d'autres types de dépendances. Je trouve que, tu sais, mettons, je parle vraiment en large, là, j'ai pas fait une étude là-dessus. Mais c'est quand même arrivé souvent. Je trouve que j'ai vu des gens qui étaient soit dépendants à l'alcool ou aux drogues, qui se sont tournés vers le sport, puis maintenant, ils sont vraiment extrémistes dans le sport. Tu sais, un peu comme tu disais, de faire plusieurs marathons puis des triathlons. Puis pour moi, un peu, je pense que chaque dépendance n'est pas meilleure une que l'autre. Tu sais, autant le sport que les consommations de peu importe. Là. Fait que je me demandais, est-ce que vu que ces gens-là ont juste changé leur fusil d'épaule, c'est-tu mieux ou c'est encore le comportement dépendant qui répond? Ouais. S'ils ont encore une dépendance, c'est pas mieux. Donc, la dépendance, on se souvient, c'est quand on traverse le threshold, il y a un bris de fonctionnement. Il y a quelque chose qui vont se brimer ou quoi que ce soit. Fait que oui, mais on l'observe souvent, c'est des gens qui vont vouloir aller chercher cette dose-là. Je veux pas hiérarchiser des dépendances parce que par définition, c'est un trouble. Mais on s'entend que si on est alcoolique ou qu'on prend des drogues dures, puis là, après, on va s'entraîner, ben c'est peut-être moins nocif pour le corps, au plan de la santé, mais ça veut pas dire que c'est pas une dépendance pour autant. Fait qu'il y en a qui vont déplacer ce besoin-là. On en voit beaucoup dans ceux qui font du sport extrême aussi, là, qui étaient soit accros à des drogues dures puis qui s'en vont vers le sport extrême. Ils se mettent en danger, leur vie est concentrée là-dessus, mais en même temps, pas de la même manière que quand ils consommaient régulièrement. C'est intéressant, ça. Fait que, oui, il y en a beaucoup qui font ce déplacement-là. On remarque aussi que ça reste des gens qui peuvent être, je veux dire, excessifs. Donc, s'ils sont allés dans l'excès, mettons, dans les drogues dures, puis ils vont déplacer cet excès-là, ils vont rester excessifs dans l'autre domaine sans être nécessairement une dépendance, mais c'est ça. C'est des gens qui vont vouloir aller chercher cette dose-là, mais de manière, je veux dire, plus adaptée ou plus socialement acceptable. Fait que ça, c'est un peu les gens, comme tu expliquais tantôt, qui ont un peu le système limbique et le dopamine qui est comme plus gros, entre guillemets, si on veut. C'est pas plus gros, là, puis je pense que c'est pour tout le monde, mais ce qu'on a observé chez ceux qui ont du sport extrême, c'est qu'ils ont des récepteurs de plus qui sont sensibles à cette dopamine-là. Là. C'est tellement intéressant, ça. Fait que ça pourrait expliquer, justement, pour...
je trouve surtout les réseaux sociaux, je vois des affaires. L'autre fois, j'ai vu un homme qui faisait de l'escalade pas attaché sur des buildings. Mais tu sais, des buildings là, de je sais plus combien de pieds, là, qui n'ont juste plus d'allure. Puis je me dis, mais à quel moment tu te réveilles le matin et tu te dis, hey, moi aujourd'hui, j'ai envie de risquer ma vie. Fait que pourquoi? Fait que ça pourrait être une des explications, en fait. Oui, tout à fait. Puis je sais pas si on a le même algorithme, mais j'ai ces mêmes vidéos-là. Qui vont monter des grosses cheminées industrielles qui se promènent sur pas grand, qui s'amusent à faire des backflips. Oui, exact. Bon, je les écoute pas, moi j'ai le cœur qui bat pour en les regardant. Mais oui, ces gens-là, c'est cette adrénaline-là qu'ils vont chercher. Puis tu sais, on le voit, il y en a... quand ils sautent en parachute, là, même si c'est ludique qu'ils le font juste une fois, ils disent il y a une grosse décharge, ils descendent en bas, il y a quelque chose d'euphorisant. Ils deviennent euphoriques. Ça devient agréable. On entend des gens qui font des spectacles, là, des bands ou des chanteurs, qui vont dire après une prestation, c'est comme une drogue. Là, je me sens bien, il y a une décharge, je peux pas aller me coucher tout de suite. Des humoristes qui vont dire moi, je finis mon show à 10h, 11h, mais je suis pas couché avant 3h. Faut que mon corps descende un peu parce que je suis encore sur ce high-là. Fait que, oui, c'est des gens qui vont aller chercher cette décharge physique-là, neuro, mais qui est aussi un pendant psychologique, là, le sentiment de bien-être, de se sentir bien, l'estime, de se sentir aimé par les autres parce que là, ils viennent de finir un show ou quoi que ce soit. Donc, l'exploit en est pour quelque chose aussi, là. Là, tu as amené quelque chose que je trouve super intéressant parce que j'avais écouté un documentaire sur Justin Bieber. Puis lui, il avait commencé très jeune à faire des shows. Puis il y avait, je me souviens pas si c'était un psychiatre ou un psychologue qui parlait dans le documentaire. Et il disait que son cerveau n'était pas assez mature pour assimiler tout ce qu'il vivait à ces moments-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dangereux à long terme de vouloir tout le temps, entre guillemets, consommer cette dopamine extrême-là? Est-ce que tu peux arriver à un point que tu ressens plus autant les petites joies de la vie, vu que le dopamine s'est relié un peu à ça? Là? Oui, tout à fait. C'est que là, l'excès devient la réussite. T'sais, on va être content ou on va vivre la décharge quand on va avoir notre réussite. Fait que c'est sûr que plus on pousse à l'extrême puis plus notre réussite est loin, ben plus les petites choses du commun, c'est difficile. Peut-être la différence avec Bieber, puis j'ai pas vu le documentaire, c'est il y a quelque chose avec l'âge. C'est pas tant au niveau cerveau, mais c'est au niveau de comprendre. Tu sais, quand on a 14 ans, 15 ans, de comprendre que là, on est idolâtré par d'autres. Ben oui. Moi, j'étais dans mon sous-sol, je faisais des petites chansons, puis là, tout d'un coup, là, il y a de l'argent qui rentre. On comprend pas encore nous-mêmes. Rappelons-nous qu'on avait 15, 16, 17, 18 ans. Puis ça va être la même chose. Là, j'ai 35, mais quand je vais avoir 45, je vais me regarder à 35, je vais faire « Oh boy, je me connaissais pas tant que ça. » Fait qu'on apprend à se découvrir. Fait que d'apprendre à se découvrir jeune, devant du public, en recevant des doses de j'aime pas, parce qu'il n'y a pas juste reçu de l'amour non plus. Fait que ça, c'est dur à comprendre pour, je veux dire, un enfant, un adolescent, même un jeune adulte. Là. Fait que pour moi, il y a deux choses dans cet exemple-là. Là. Il y a le développement socio-affectif, son estime, sa capacité à se regarder lui-même pendant cette période-là. Et oui, il y a une partie qui est plus neuro, là, qui est dans le développement cérébral, qui est dans la surdose qu'il peut avoir. Là. Puis quelqu'un qui vit pendant, disons, 20 ans là, dans cette surdose, surcharge de dopamine et d'adrénaline, y a-t-il une possibilité de, comment je pourrais dire, ramener ces récepteurs à la, entre guillemets, normalité, ou une fois que c'est vraiment trop long, à l'extrême, tu peux plus les ramener? Non, on peut les ramener, mais je dirais que le plus difficile, c'est de ramener le comportement. OK. Le cerveau va s'adapter à toutes les situations. C'est pour ça qu'on domine l'humanité, l'humain. Là, on est malléable, on s'adapte. Fait que le cerveau va être en mesure de s'adapter parce que c'est pas non plus la cause initiale. Là. Par contre, les comportements, les habitudes de vie que la personne a eues pendant 20 ans, c'est ça qui est difficile à briser. Puis là, je parle pas des dépendances là, qui sont très neuro. Là. C'est sûr, si on parle de la dépendance à la nicotine, entre autres, ou la dépendance à l'héroïne, là, s'en sortir tout seul, ça va être difficile. Là. Le sevrage se fait difficilement. Il y a beaucoup de symptômes physiques rattachés. C'est pour ça que, entre autres, pour la nicotine, on va donner des patchs. L'héroïne, on va mettre les gens sur méthadone, là, parce que là, il y a vraiment une cause biologique neuro. Là. Le corps est en craving de cette substance-là. Ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que je trouve qu'on entend souvent, l'héroïne, je veux dire, je n'ai souvent entendu parler dans les documentaires, mais la cigarette, c'est une des dépendances les plus difficiles pour des gens.
Puis, tu sais, là, je n'aimerais pas de nom, mais j'ai des amis en tête qu'eux autres, ça a été très difficile à arrêter. Ouais. Et d'autres, du jour au lendemain, merci, bonsoir. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y en a que c'est aussi difficile, puis pourquoi est-ce qu'il y en a que c'est aussi facile? Je le sais pas. Ah ouais? Puis personne ne le sait. Sinon, on l'aurait réglé. Ouais, c'est ça, on aurait trouvé la solution. Pourquoi c'est facile pour toi? Si tu as un neurotransmetteur, si tu la quantité, la fréquence, on le sait pas. Il y a des gens que c'est beaucoup plus difficile. On sait que ça vient réactiver toujours les mêmes circuits. T'sais. Je me fais souvent demander la même question. Pourquoi j'ai un effet? Pourquoi quand je prends une cigarette ou du pot ou de l'héroïne, je ressens un effet? Je dis toujours la même chose. La marijuana, ça reste une plante. Fait que comment ça se fait que tu as un effet quand tu fumes cette feuille-là, mais de la menthe, tu peux la fumer, la manger, tu n'auras pas d'effet. La réponse, c'est que tu as un récepteur dans ton cerveau. Si j'ai un récepteur de cette molécule-là dans mon cerveau, je vais avoir un effet. Fait que j'ai pas de récepteur de menthe. Fait que là, c'est juste, ça reste dans ma digestion, c'est le goût, c'est etc. Mais j'ai un récepteur cannabinoïdien dans mon cerveau. J'ai un récepteur de THC. J'ai un récepteur nicotinien dans mon cerveau. Puis c'est ça, l'héroïne, on en a un. Puis c'est pour ça qu'on doit le donner artificiellement, qui est fait là, beaucoup plus... doux, entre guillemets. Doux et fait par des vrais professionnels, pharmaciens, chimistes, biologistes, là, mais qu'on va donner de l'héroïne, mais qu'on va appeler de méthadone. Mais c'est la même substance, juste plus clean, puis on ne l'a pas coupé avec ce qu'on retrouve dans la rue. Mais ça a un effet sur notre corps parce qu'on a un récepteur dans notre cerveau. Attends une minute, là. Fait que là, tu es en train de me dire que pratiquement tous les drogues, on a un certain récepteur. Oui. Hein? Sinon, tu n'aurais pas d'effet. Oui. Fait que c'est le récepteur qui cause cette dépendance-là. Oui, c'est ça qui va venir activer les symptômes. C'est comme un clé puis une serrure. Tu sais, un neurotransmetteur, c'est ça. C'est j'ai une serrure qui est mon récepteur, puis j'ai des clés qui est mes neurotransmetteurs. Pour rentrer ici, là, si j'ai pas la bonne clé, je rentrerai jamais. J'aurai pas l'effet escompté. Mais si j'ai la clé puis je réussis à rentrer ici, là, dans le balado, là, il va avoir un effet. Fait qu'il faut juste trouver la clé qui rentre dans le bon récepteur. Puis c'est ça, les drogues, c'est que c'est des échantillons de clés, c'est des... Tu sais, la drogue faite illégalement, souvent ce que je m'amuse à dire à mes étudiants, là, c'est que c'est une clé, mais que quelqu'un a un peu botché. Fait que quand elle rentre dans la serrure, bien, elle finit par rentrer, tu vas forcer pour rentrer, mais elle vient abîmer ton... ta serrure, ton récepteur. C'est pour ça qu'on dit... C'était dans mon temps, là. Tu sais, on disait, quand tu fumes, tu brûles tes cellules, puis ils reviennent pas. Mais c'est un peu cette métaphore-là, de dire, à force de rentrer une molécule qui est pas de la bonne molécule. Tu sais, moi, j'ai des récepteurs, admettons, de cannabis, mais c'est fait par mon propre corps, tu sais, puis c'est à petite dose, etc. Quand je rentre du vrai cannabis dedans, là, c'est pas exactement le même. Il le reconnaît, c'est une clé un peu imitée. Je vais réussir à rentrer, mais à force de toujours rentrer dans la même serrure, ma clé va finir par casser ou ma serrure va commencer à s'effiler, puis là, je pourrai plus rentrer normalement avec mes vraies clés. Comprends-tu? Puis c'est ça qu'on disait, là, une fois que tu as scrappé un récepteur, il est mort, il n'est pas utilisable. Fait que c'est un peu cette métaphore-là. Puis c'est pour ça que automatiquement, si on a un effet face à une drogue, c'est parce qu'on a un récepteur dans notre cerveau qui réagit à ça. J'ai mon voyage. Ouais. Fait que tous ces dépendances-là, que ce soit le sucre, que ce soit le cannabis, c'est qu'on a ça dans notre corps, dans notre cerveau. Dans notre cerveau. J'ai mon voyage. Fait que dans le fond, tous les gens qui créent toutes ces substances-là, à quelque part, ils ont fait les études sur le cerveau pour pouvoir créer ça puis que les gens soient dépendants. Moi, je pense que c'est de l'essai-erreur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris une feuille un moment donné, qui a fait on va l'essayer, qui ont eu un effet. Puis c'est pour ça que le brocoli, on peut en manger, puis c'est bon pour la santé, puis j'ai aucun effet. Mais que d'autres types de plantes, là, ça marchera pas. Ou je veux dire, il y a un symptôme neurophysique, psychologique qui va sortir, là. Mais puis là, c'est là où les gens ont commencé à étudier. Puis c'est ça qui est dangereux dans les drogues faites dans le marché. Les gens n'ont pas de formation. Fait qu'ils prennent des à peu près, ils font des mélanges, ils accoupent. Puis c'est pas un vrai neurotransmetteur. Puis c'est ça qui est dangereux pour ton cerveau. S'il était fait de manière professionnelle par des vraies firmes avec des gens qui ont des maîtrises, des doctorats en chimie, en physique, en bio, etc., là, la médication va faire effet. Puis c'est pour ça que
les médecins peuvent te prescrire de la médication. Quand tu as une dépendance à la nicotine, ils peuvent te prescrire une patch qui, là, ça va être de la vraie nicotine dosée. On le sait, c'est à quel degré. On sait comment la régresser. Même chose pour la méthadone. Si on est dépendant à l'héroïne, l'héroïne, c'est une fausse clé, c'est un faux neurotransmetteur, c'est coupé avec plein de choses. Il y a des dangers. Mais tu peux pas, j'appelle ça cold turkey, là, tu peux pas passer de je consomme tant de millilitres, whatever, à 0. Fait que on va commencer à te donner de la méthadone pour réduire lentement pour que ton cerveau s'habitue à prendre une moins grosse dose. Parce que si tu passes de 0, de 100 à 0, ton corps va t'envoyer des symptômes, tu sais. Puis c'est ça, la dépendance. Il y a deux types de dépendance, une dépendance psychologique puis une dépendance physique. Puis la dépendance physique, je sais pas, t'aimes-tu le café? Non. Non, moi non plus. Fait que j'ai jamais connu ça. Mais les gens qui boivent du café, des fois, ils vont dire « Ah là, j'ai mal à la tête, j'ai pas eu mon café à matin. » Son mal de tête, c'est une réponse de ton cerveau. C'est ton cerveau fait comme « Hey, j'ai pas eu mon récepteur. Je voulais, normalement, tu me donnes cette caféine-là dans mon cerveau. Normalement, ce récepteur-là est activé. Comment ça, il l'est pas? Tu l'aurais-tu oublié? Mal de tête. Puis là, tu fais « Ah, j'ai mal à la tête, je vais prendre un café. » Donc, c'est ça une dépendance physique. C'est que tu as J'ai mon voyage. Tu as une réponse physique de ton corps qui cherche sa dose. Qui va dire « Hey, où? » Puis dans l'héroïne, les grands héroïnomanes, tu peux pas passer de 100 à 0. La personne pourrait venir en mourir. Là. Son cœur va arrêter. Son corps veut tellement sa dose qu'il va vraiment le rendre malade. Il va pouvoir vomir, il va faire de la fièvre, il va trembler, il va faire des arrêts cardiaques, il va avoir des spasmes, il peut convulser, vomir. Puis les queues fermées servent un peu à ça. Parce que personne ne peut passer à travers tout seul. Tu sais, qui veut passer... C'est comme si tu avais la gastro, là, mais puissance 1000, puis pendant 10 jours. Je veux dire, moi, la dernière fois que j'ai eu la gastro, après 24 heures, j'étais comme « Maman, sors-moi d'ici. » là, tu sais, je voulais appeler ma mère, puis tout. Fait que de vivre ça tout seul, c'est impossible parce que tu sais qu'à la seconde où tu consommes, tes symptômes disparaissent. Parce que ton cerveau a sa dose, puis fait « Ah, OK, j'ai pu à t'envoyer les symptômes. » Fait que c'est pour ça que pour l'héroïne, entre autres, qui est la drogue qui a un des niveaux de dépendance physique les plus élevés, on doit arriver à faire un sevrage tranquillement pour pas que le cerveau shut down puis que la personne ait des conséquences. Là, là, il y a eu trop d'informations pour moi. Je capote. Ouais. Parce que là, moi, j'étais encore en train de penser au fait que tu m'expliquais que dans notre cerveau, on a les molécules aussi qui créent ces dépendances. On les a, oui. Puis à petites doses sont bonnes, ils ont une utilité pour autre chose. C'est à grosse dose, c'est à mauvaise molécule chimique, mais qui ressemble que là, ça devient nocif. Mais oui, à bonne dose, on a ces récepteurs-là, puis ils servent à quelque chose. Là. Je suis honnêtement abasourdi, j'en viens comme pas des informations que tu viens de me dire là. Wow! Puis là, tu disais que justement certaines substances étaient un mal physique et d'autres psychologiques. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans l'héroïne pour que ce soit autant physique? C'est vraiment qu'il répond à ces neurotransmetteurs-là. On a vraiment des récepteurs pour l'héroïne qui sont puissants. Fait qu'eux veulent vraiment cette dose-là. Là. Puis, tu sais, l'héroïne, c'est un pile ou face. On dit souvent, là, c'est 50 % de chance d'être dépendant puis ou 50 % de ne pas l'être. Fait que, tu sais, des fois, je rencontrais des patients là, avant, quand j'étais en psychiatrie. Ils me disaient « Ah, mais moi, l'héroïne, j'en ai pris 4 fois, puis je suis pas dépendant. » Puis je suis comme « Ouais, mais même si la 5e fois que tu vas le prendre, tu es encore à 50-50. T'as juste été mardeux dans la vie parce que t'as joué avec un 25 sous, t'as pogné pile 4 fois de suite. Ouais. Mais ta 5e fois, c'est pas parce que t'en as consommé 4 fois que là, t'es moins dépendant ou quoi que ce soit. Suffit juste d'une microdose de plus, qu'elle soit mal coupée, que tu sois plus fatigué, que toi, tu as des prédispositions hautes. Puis cette fois-là, tu vas devenir dépendant. Il te faut une shot. Je m'excuse, là, je te coupe parce que tu viens de dire que tu as des prédispositions. Mon Dieu, c'est un mot qui est tellement difficile à dire. Est-ce que ça explique pourquoi il y en a qui, mettons, lorsqu'ils consomment une drogue, il y a comme un... Je sais pas comment appeler ça dans le cerveau, mais il y en a qui deviennent schizophrènes ou il y en a qui font une dépression. Ouais. C'est-tu que ça déclenche quelque chose? C'est l'œuf ou la poule. Là. On sait que la drogue déclenche des épisodes psychotiques. Okay. C'est un diagnostic, là, une psychose toxique. Ouais. Puis là, c'est pas juste tout ce qui est hallucinogène, là, LSD et tout. Il y a des gens qui consomment du pot.
puis ils vont développer une psychose toxique. Fait que oui, on le sait qu'il y en a qui vont déclencher. Tu sais, le cerveau, ça reste que c'est une surdose. Tu sais, le cerveau, il est super complexe, c'est micro-dosé partout. Fait que quand on arrive avec une dose qui n'est pas prévue, qui vient de l'extérieur, mais ça trouble le cerveau aussi. Fait que ça peut venir créer des dérèglements, créer des hallucinations, des délires, etc. On sait que c'est intimement lié avec la schizophrénie. La plupart des schizophrènes sont des grands consommateurs. Là. Ah ouais? Oui, là, dans certaines études, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais ça va tourner autour de 62 % des schizophrènes qui consomment, puis ils consomment énormément. Puis c'est ça qui déclenche aussi. Fait qu'on le sait, quand on rencontre des gens qui ont un historique dans la famille, admettons, de schizophrénie, on sait que biologiquement, sont plus à risque de devenir schizophrènes, mais on va leur expliquer, essaie de ne pas consommer. Essaie de repousser ta consommation, là, même pas un joint à 15-16 ans. Pour ça, le plus tard possible. Puis on est réaliste dans le sens, l'idéal, c'est l'abstinence, consomme jamais. Ouais. Mais si on est capable de les faire consommer passer 20 ans, 21 ans, le temps que le cerveau se bâtit puis qu'il soit beaucoup plus mature, bien, ils ont vraiment moins de chances de développer une schizophrénie. Puis pourquoi quand on est plus jeune, tu disais le cerveau est plus mature quand tu es rendu à 21, 22? Ouais. C'est sûr, là où je comprends que le corps se développe, la croissance et tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune cerveau d'un ado de 15-16 ans est plus à risque ou est plus susceptible de devenir schizophrène lorsqu'il consomme qu'un adulte? Il est plus immature, ça veut dire que ton réseau neuronal est moins fort, il est moins puissant. Tu as énormément aussi, à l'adolescence, de changements hormonaux. Fait que, je veux dire, nous, dans une journée, nos hormones ne changent pas tant que ça. Là, ça fluctue un peu. Ouais. À l'adolescence, c'est pour ça, là, souvent qu'on parlait des crises d'adolescence, là, les gens sont de mauvaise humeur, se réveillent de mauvaise humeur, changent d'attitude, mais c'est parce qu'il y a tellement de changements. Fait que dans ces bousculades-là, c'est le cerveau qui gère tout ça. Là. Puis comme je dis, là, c'est une méga grosse entreprise. Là encore, ce jour, on n'est pas capable de le limiter. Là. Fait que, tu sais, imaginez les plus gros centres informatiques avec tous les fils électriques. Mais c'est ça, notre cerveau. Là. Puis là, il faut tout qu'il gère ça. Il est déjà en train de chercher ses balances puis ses doses qu'il faut. Il y a plein de changements. Puis là, on arrive avec des grosses doses. Il n'est pas capable de le gérer. Ça va peut-être créer justement je veux pas dire un bris de connexion, là, mais parce que c'est juste dans ma métaphore d'ordinateur. Là. Mais oui, ça va créer un bug. Puis là, ça se peut que les gens vont développer plus facilement des psychoses, des déliriums, pas délirium, mais des délires ou des hallucinations, de la paranoïa, etc. Notre préfrontal, notre frontal, là, qui est la partie derrière notre front, souvent, on va estimer que ça finit vers 21 ans. OK. Autant les hommes que les femmes? Non. Okay. Les hommes, on est vraiment plus tardifs. Les femmes sont plus matures avant nous, là, ça c'est connu. Mais c'est pour ça qu'on est comme 21 ans, là, mais ouais, les hommes, on peut être un peu plus tard. Là. Ça reste un threshold, je veux dire, entre 18 et 21, il y a des gros changements, il y a des changements, mais à 18, on est assez mature quand même. Là. Mais d'ailleurs, c'est un peu ça qui dit pourquoi on vote à 18, 21. Oui. Aux États, ils visent 21 parce qu'ils disent là, t'es complètement mature. Ouais. Puis dans le frontal, c'est là qu'il y a tout le jugement, la compréhension, tous les comportements complexes. Fait qu'ils disent là, t'es tout équipé pour bien comprendre. Fait que c'est à partir de 21. On sait qu'à partir de 18, il y a pas mal tout qui est déjà fait. Fait que c'est pour ça qu'il y a des pays, ou au Québec, là, que c'est 18 ans, mais en Ontario, c'est 19. Mais c'est ça, c'est vrai. Il y a une base aussi neuro de dire, c'est nos facultés de compréhension, de jugement, de tout ce qui est complexe chez l'être humain, que là, on peut avoir une meilleure compréhension. Puis est-ce que on est plus susceptible de devenir, mettons, dépendant d'une substance à l'âge ado, jeune adulte ou... Dépendamment de la substance, oui. Mais je pense pas que ça a un gros effet. Il faudrait que je retourne voir les études, puis le seuil, mais dépendamment d'une substance, c'est sûr, si on prend de l'héroïne à enfant ou de la cocaïne ou adolescent, tu as beaucoup plus de chances de développer qu'à l'âge adulte. Pour la cigarette, c'est peut-être moins vrai au plan neurobio. Après, comme je disais, ce qui est difficile à enlever, c'est les comportements, c'est les habitudes. Fait que, si tu as commencé à fumer à 12 ans, tu as eu cette habitude-là, tu as eu
ce rythme de vie-là. Fait que ça va être dur à enlever. T'sais, pensons à chaque fois au 1er janvier, on est comme mes résolutions, moi je vais aller m'entraîner, puis ça tient pas. Là, c'est dur de tenir une résolution. Fait que quand tu as commencé à fumer à 12 ans puis tu es rendu à 25, tu fais moi, ma résolution, ça va être d'arrêter. Ça va prendre beaucoup de volonté. C'est faisable, mais tu sais, ça va être plus difficile, puis ça n'a pas de lien nécessairement avec la quantité que tu as pris ou le cerveau ou les neurotransmetteurs. C'est parce que c'est encrypté dans ta routine. Puis c'est ça qui est difficile. Tu sais, quand on parlait de certains de tes amis que ça pouvait prendre plus de temps, moins de temps, mais ce qui est difficile, c'est que des fois, il va revenir n'importe quand. Tu sais, tu vas sortir dehors, tu vas sentir l'odeur, puis tu vas dire je m'en grillerais une. Ça fait 12 ans que tu n'as pas fumé, mais tu as comme ce relent-là, parce que là, ça t'a ramené à une habitude. C'est le soleil qui t'a plombé, tu es comme genre. Ou socialement, tu es habitué d'en prendre avec une bière dans un party ou quoi que ce soit. Ben là, tu vas être dans un party, tu vas avoir une bière, puis là, tu vas avoir l'idée derrière. C'est ça, la dépendance psychologique. C'est que tu as une idée, tu as une pensée qui fait ça serait bon. Là, j'en prendrais. Fait que la dépendance psychologique, c'est vraiment un rappel de, mettons, une odeur. C'est le désir. OK. Puis contrairement à le physique, ça, c'est vraiment quand tu as un mal physique. Ouais, tu vas avoir mal au ventre, mal à la tête, sueur, tu sais, tout, là. OK. Ouais. J'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire. On a parlé douleur psychologique, douleur physique, créer des routines. Oui. Parce que là, tu disais, il y en a que ça va être plus facile que d'autres. Ouais. Puis, ça dépend combien de temps. Si tu as commencé à fumer à 12 ans, puis là, tu es rendu à 25, c'est plus difficile. J'avais déjà lu que ça prenait 20 jours au cerveau pour créer une habitude. Est-ce que ça peut avoir un lien que la cigarette, ça soit aussi dur à arrêter quelqu'un que ça fait 20 ans qui fume, mettons? Non, c'est un peu la psychopop, là, la règle du 21 jours. Là. Souvent, on dit pour avoir une bonne habitude, ça prend minimum 21 jours. Là. C'est pas tant vrai. On peut remarquer que oui, mais souvent, les gens vont parler des règles de 3. À 3 jours, c'est difficile. Après 3 semaines, là, si tu as perduré, ça devrait bien aller. Mais après 3 mois, là, ça va rentrer plus facile. Puis souvent, je fais la métaphore de commencer à s'entraîner. Là. Oui. Fait que tu commences à t'entraîner les 3 premiers jours, tu commences, ça me tente pas, là, faut que je traîne tout, là, j'ai nanana. Après 3 semaines, c'est encore dur, mais t'es comment, je vais y aller, je vais me forcer. Mais ça va être après 3 mois que là, tu vas faire j'ai le goût d'aller m'entraîner. Là, ça me manque. Ça fait 3 jours que je me suis pas entraîné. Ça fait 4 jours que je me suis pas entraîné. Là, j'en aurais besoin. Fait que ça prend du temps à changer une habitude. Puis le 21 jours, il y a une explication là, que je me souviens plus, là, mais ça sort de la psychopop, là, de ça. Ça prenait à peu près 3 semaines d'effort, de volonté. Mais c'est pas miraculeux. Là. Tu peux bien te forcer pendant 21 jours. Après, si tu te prives de tout, ben, tu sais, puis on le voit dans ceux qui font des diètes, là. L'industrie de la diète, ils se forcent, puis un moment donné, pouf, on retombe. Tout est dans la modération, la modulation, dans changer des habitudes de vie que tu es capable de maintenir. Moi, je veux commencer à m'entraîner, mais je n'irai pas tout de suite des cours de spinning, m'inscrire pendant 1 an au gym. Commencer par prendre des marches, je vais commencer à y aller avec mon chien, je vais commencer à faire du vélo. Puis là, tranquillement, pas vite, en instaurant des changements dans mes comportements, ben là, je risque de maintenir ces acquis-là. Mais c'est pas vrai 21 jours. Là. Est-ce que pour le cerveau, là, ce que tu viens de dire, je trouve ça super intéressant. Est-ce que pour le cerveau aussi, c'est plus facile ou le corps, quand que tu y vas, comme mettons ça, là, graduellement. Mettons, tu dis, OK, là, je vais commencer à prendre une marche. Après ça, je vais faire du vélo. C'est-tu mieux ça pour le cerveau que juste partir là, à 2000 % ou pour lui, ça fait pas vraiment de différence? Mais ça fait une différence dans le sens où tu atteins tes objectifs. OK. Tu sais, je reviens avec mon système limbique, là, le système de récompense. Ton cerveau aime les récompenses. Fait que si moi, je me dis, ben là, je vais commencer à m'entraîner full pin, avant de voir une récompense, avant de voir un effet, puis j'atteins mon objectif, ça va prendre beaucoup de temps, mon cerveau ne réagit pas. Tu sais, je dis, ben là, moi, je veux marcher aujourd'hui. Là, je vais marcher demain. Puis que, mais tranquillement, pas vite, ben à chaque fois que je finis de marcher, je vais être fier de moi. Fait comme, nice, je l'ai fait, ça va m'encourager à le faire. Fait que le cerveau aime avoir des récompenses, aime vivre de la réussite. C'est sûr que si moi, mon objectif, c'est je vais m'entraîner 1h30 avec un coach, ben, à un moment donné, je ne serai pas capable de le maintenir. Je vais skipper une journée. Je vais faire juste 1 heure, là, je ne serai pas satisfait de moi. Fait que ça, là, le cerveau préfère la modération. Notre cerveau est vraiment plat. Notre cerveau, là, plus c'est modéré, plus c'est progressif, plus lui il est bien. Et on n'aime pas les excès.
pas trop puis pas assez. Oui, c'est juste dans le milieu. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des dépendances qu'on parlait tantôt, soit de quelqu'un, plus une dépendance émotionnelle aussi qu'on appelle. Ouais. Fait que, qu'est-ce que c'est contrairement aux autres dépendances? Dans le fond, la dépendance émotionnelle ou affective, il y a un diagnostic, un trouble de personnalité dépendant qui existe, là, mais on n'a pas besoin de se rendre au trouble de personnalité. Là, pour parler de dépendance, il y a des gens qui peuvent souffrir de dépendance émotionnelle sans avoir de trouble de personnalité. Dans le fond, c'est de la souffrance à être seul. C'est les gens ont l'impression que pour être heureux, ils ont besoin de l'autre. C'est l'extérieur qui leur donne le bonheur ou qui leur donne un sens. Alors que le sens de ta vie, c'est toi qui devrait te le trouver. Donc, souvent, c'est très corrélé avec des blessures d'attachement. C'était ma prochaine question. Oui. Souvent, c'est des blessures d'attachement. C'est un manque d'estime de soi. Ces gens-là ne croient pas qu'ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Donc, je dois dépendre de l'autre pour répondre à mes propres besoins. Puis à l'extrême, ces gens-là qui ont une dépendance peuvent arriver à avoir des comportements qui vont être pas délétères, mais qui sont nocifs pour eux. T'sais, ils vont se mettre en position de soumission extrême. Ils voudront plus s'affirmer parce que la peur de te perdre est plus grande que mon désaccord ou ma personne. Fait que je vais accepter de faire des choses que je veux pas par peur de te perdre. Parce que moi, si tu quittes, c'est bien pire que ce que là, je vis en ce moment. C'est des gens qui vont pas s'affirmer. Je voudrais pas m'affirmer puis que t'es pas d'accord puis que ça soit la raison que tu quittes puis que finalement tu m'aimes plus. Donc ça peut donner lieu à des gens qui vont être hyper soumis, prendront pas de décision, veulent pas s'imposer, veulent pas déranger l'autre parce que je suis tout à toi, je suis soumis à toi. Mon existence, c'est toi qui m'as donne. Ma raison de vivre, mon bonheur dépend de toi. Fait que je voudrais vraiment pas te blesser, je veux pas te contredire parce que là après tu vas m'abandonner puis il va m'arriver quoi, moi, si t'es plus avec moi? Fait que ça, dans les couples, là, je le pousse à l'extrême, mais ça peut aller loin. T'sais. Si on est dans une relation puis on a une tendance ou un trait plus dépendant, on va voir que c'est des personnes qui vont moins s'affirmer. Tu sais, le fameux « qu'est-ce que tu veux manger ce soir? » Ah, je sais pas, toi, décide. T'sais, une fois de temps en temps, c'est correct, mais si c'est à répétition, puis si c'est... Moi, je sais que je veux manger, je dis n'importe quoi, mais mettons asiatique, puis je le dis pas. Puis là, je fais tout le temps, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Puis finalement, on va manger ce que toi, tu veux ou on va écouter l'émission que toi, tu veux. On va faire les activités de la fin de semaine que toi, tu veux. Mais moi, je m'efface. T'sais. Puis pourquoi on fait ça? Pourquoi les gens font ça? C'est vraiment un manque d'estime, une fragilité de l'attachement. Puis ils se disent, moi, je préfère être avec toi puis pas être comblé à 100% parce que c'est toi qui me comble. Au lieu d'être c'est moi. T'sais, moi, je me comble moi-même. Ouais. J'adore ma femme, j'adore mes enfants, mais j'ai un but, j'ai des ambitions. Je suis capable de m'affirmer, puis je suis bien avec eux, ils me complètent, mais c'est pas ma femme qui est 100% de ma vie. Ouais. Puis je me le souhaite pas, puis je l'adore, mais si on se séparait, je sais que je serais capable de survivre. Je sais que je pourrais me trouver d'autres ambitions ou d'autres trajectoires dans ma tête, d'autres objectifs. C'est pas ma femme qui est maître de mon bonheur. Elle en fait partie, puis je l'aime, puis ça me quitte, je vais être malheureux, mais je vais être quand même avoir une partie de moi, parce que j'ai les ressources, je crois que j'ai les ressources pour passer à travers. Les gens qui sont dépendants, ils pensent pas qu'ils ont ces capacités-là. Puis sur le long terme, c'est quoi un peu le danger de ces gens-là? Parce que là, c'était intéressant, tu disais, ils s'effacent, ils vont prenons l'exemple de la nourriture, j'ai trouvé que c'est un bon exemple. Moi, j'ai envie de manger de l'asiatique, mais si l'autre veut manger, je sais pas, du poulet, je vais dire du poulet pour lui faire plaisir. De tout le temps faire plaisir à quelqu'un, puis de tout le temps t'effacer, maintenant, ça tronche, ça te graffigne à l'intérieur. Il faut que ça sorte d'une certaine façon, non? Pas nécessairement, parce que, oui, ça tronche puis ça te graffigne, là. Mais ces gens-là, ils ont... Tu sais, quand je dis que c'est une blessure d'attachement ou c'est vraiment l'estime, ils pensent pas que ça vaut la peine. Tu sais, ils sont comme moi, mon asiatique... C'était tellement pas un bon choix comparé à ce que tu as choisi, là, Alex. Vraiment, ce que moi, je pensais, c'est loin d'être la bonne idée. Alors que ça l'était pour toi, là. Ben oui. Nous, là, je dis nous comme si on se connaissait intimement, mais dans le sens où, moi, quand j'aime quelque chose, je suis capable de dire, là, ça fait longtemps qu'on a commandé pour moi. On va faire notre part des choses. Mais je considère que ce que j'ai effacé avait une valeur. Ce que j'ai fait, je mangerais pas asiatique, avait quand même une valeur. J'avais le droit de le penser. Puis c'était tout aussi bon
comme idée. C'est juste qu'on a choisi différemment. Ces gens-là viennent à penser que c'était une mauvaise idée. Hey, il l'a pas choisi, c'était pas une bonne idée. Fait que c'est des gens qui, quand ils se retrouvent tout seuls, sont démunis. Ils savent plus quoi écouter, ils savent plus quoi aimer. Souvent, ils savent même pas comment se décrire eux-mêmes. Si je disais, hey, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Ils disent, mais je sais pas. Mais qu'est-ce que t'aimes pratiquer? Mais je sais pas. Mais pourtant, tu pratiques plein de sports. Tu fais ça les fins de semaine. Ouais, mais je l'ai fait avec mon chum ou ma blonde, là. Je dis, ouais, mais toi, t'aimes ça? Ben oui, je le fais avec eux. Je suis comme, non, mais toi, foncièrement, si ton chum et ta blonde n'étaient pas là, tu continuerais-tu à le faire? Ben, je sais pas. Puis là, OK, mais qu'est-ce que tu sais de toi? Puis il y a un travail à faire de je suis qui, je suis quoi, je vaux quoi. Parce que c'est ça, la base de l'estime. C'est, si je crois pas que j'ai les capacités, puis je crois pas que ce que j'ai en tête ou ce que j'ai à dire vaut la peine, mais c'est là où je dis ça sortira pas ailleurs parce qu'à chaque fois, ils font comme « Ah, mais non, mais c'est lui qui a mon bonheur. » Et puis, ils se complaient là-dedans. Justement, ça donne un sens que quelqu'un leur donne une direction. Tu n'as pas de décision à prendre. Mais c'est ça, souvent, il y a ce pendant-là, puis il y a un autre pendant aussi. Là, la dépendance peut emmener à la jalousie. Beaucoup, là. Donc, oui, à la soumission. Il y a un autre pendant qui est j'ai tellement peur que tu quittes que là, je deviens jaloux à chaque fois que tu parles à quelqu'un d'autre. Tu le préfères-tu? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ou qui l'a plus que moi? Donc, il y a les deux pendants. Celle qu'on retrouve, je vous dirais, qui est plus prédominant, là, c'est la partie soumission. Là, quand on parle à l'extrême, là, souvent, on va parler, je veux dire, les femmes violentées, là, parce que majoritairement, c'est des femmes. Là, mais oui, ils ont quelque chose où ils restent là-dedans, où ils perpétuent souvent. Souvent, c'est ça, on va parler à une femme, puis elle va dire que c'est son troisième conjoint avec lequel elle vit de la violence. Mais c'est que elle préfère très souvent vivre cette violence-là que d'imaginer d'être seule. T'sais. C'est là où c'est nocif ou qu'il faut intervenir avant même de se rendre là. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent ou qui se disent « Ah, mais c'est vrai que moi, je prends pas beaucoup de décisions. C'est vrai que je sais pas jamais ce que je veux. Puis que si cette personne-là n'était pas devant moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais grand-chose. » Ça veut pas dire que cette personne-là est mauvaise. Puis peut-être c'est une bonne personne pour vous, mais vous pouvez entamer un travail par vous-même, d'essayer de chercher qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que j'aime, je suis qui, moi, sans cette personne-là, comment je peux m'épanouir. Oui, elle va faire partie de mon bonheur, oui, elle fait partie de ma vie, mais ce n'est pas mon bonheur et ma vie. Puis c'est cette distinction-là qu'il faut aller faire en thérapie très souvent parce que de l'estime de soi, ça prend du temps. Des blessures d'attachement aussi. Là. Mais ouais. Puis, mettons, quelqu'un à la maison qui vit ça, qui nous écoute, est-ce que... Puis là, tu parlais d'aller consulter, je trouve ça génial, mais est-ce qu'il y a des questions que cette personne pourrait se poser, puis un peu, tu sais, mettons, écrire sur une feuille de papier 10 questions ou 5 questions pour s'aider à se sortir un peu de cette situation-là, peut-être? Ouais. J'ai pas de questions en tête ou quoi que ce soit. On va faire cet exercice-là pour essayer d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce que t'aimes pas. Puis on va essayer d'aller plus loin que juste des choses, je veux dire, de surface. Là, j'aime la couleur rouge pour la bleue. Là. On commence par ça avec des gens qui ont beaucoup de difficultés d'affirmation puis d'estime. Mais tranquillement, pas vite, on va aller dans un peu plus le core de la problématique. Là. Mais c'est toutes les gens qui... Honnêtement... Si tu te questionnes, ça serait bien de consulter. Dans le sens, si déjà il y a un doute, puis tu fais « Ah, ouais, mais non! » Mais va consulter. Parce que ça commence là, cette fragilité-là, de dire « Mais c'est vrai, moi, je suis. » Je suis, puis il y a différentes façons là, d'être en relation, là, mais il y a des gens qui suivent, mais qui ont dit leur désaccord, qui font comment? Moi, j'aurais préféré, mais c'est correct, je vais te suivre. Déjà là, on est peut-être un peu moins dans la dépendance parce qu'ils sont capables d'affirmer. Puis là, on va être dans quelque chose de plus l'accommodation d'un autre. Mais ceux qui font vraiment, mais j'ai aucune idée. Moi, je me lève le samedi, puis si tu m'as pas dit qu'on faisait ça, je sais pas, j'ai le goût de quoi, je sais pas si je veux rester à la maison, je sais pas si je veux lire. Qu'est-ce que j'aime comme livre? Là, je lis la même affaire que mon conjoint ou ma conjointe, parce que là, lui, il lit ça, puis je lis ses livres. Quand il a fini son livre, puis qu'il l'a aimé, il va me le passer, puis je vais relire le même. Quand il n'y a rien. Ça peut aller jusqu'à là. Ben oui, quand il n'y a rien de prise de décision, la personne doit aller se coucher en même temps que l'autre. Je ne peux pas continuer mon émission parce que j'en ai pas d'émission. Fait que faut que tu viennes te coucher en même temps que moi. Faut que moi j'attende pour me coucher en même temps que toi. Parce que je suis pas capable d'être tout seul. Puis c'est vraiment cette peur de l'abandon-là,
sentiment de vide, tu sais, qui fait en sorte que les gens vont préférer juste suivre que faire quelque chose qui pourrait déranger puis que tu t'en ailles. Puis cette dépendance-là, parce que là, le mot qui revient souvent, c'est peur. Ouais. Tu sais, souvent le peur d'être seul et de peur de l'abandon. Ouais. Est-ce que dans le cerveau, c'est aussi lié avec la dopamine que d'autres types de dépendances qu'on parlait tantôt? C'est vraiment deux mondes à part? C'est vraiment deux mondes différents. Puis c'est pour ça que j'ai commencé en disant ça, c'est autre chose. Parce qu'il n'y a pas de base neuro. Tu sais, la personnalité, ça reste quelque chose qui est psychologique. Ouais. Oui, je suis capable de dire, dans la personnalité, il y a des prises de décision qui sont dans le frontal. Il y a le PAG dans tout ce qui est l'agressivité passive, agressive qui peut rentrer. Il y a la substance grise périaquedicale, le PAG. Oui, ça, là. Oui, ça. Mais c'est parce que c'est un anglicisme. C'est en anglais, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Fait que oui, il y a des bases neuro. On est capable de savoir notre prise de décision vient d'où puis pourquoi on est de même. Mais c'est pas ça qui régit notre vie. La personnalité reste encore sociale puis reste encore un concept psychologique. Il n'y a pas de neurotransmetteur de personnalité. Puis je reviens avec, c'est vraiment la blessure, souvent d'attachement. C'est des parents soit qui étaient totalement absents ou beaucoup trop contrôlants, que la personne n'a jamais pu expérimenter qu'est-ce qu'elle voulait parce que les parents décidaient tout. Donc souvent, il y a quelque chose où quand elle avait des émotions, les parents disaient comment le gérer. Elle n'avait pas le droit d'avoir les émotions qu'elle avait. Non, tu n'as pas le droit de pleurer. Arrête de pleurer. Ça fait pas pleurer. Non, là, ça, c'est ridicule si... non. Fait que les gens ont toujours été dictés de mon émotion devrait être celle-là, c'est que celle-là que je vais faire. Là, j'ai pas le droit de vivre ça, c'est ça que je vais faire. Mes parents m'ont toujours dit habille-toi comme ça. Je me suis habillé de même, je me suis jamais questionné. Fait que c'est difficile après de là développer ton autonomie puis de dire ouais, c'est-tu quoi? Moi, je préfère avoir tel type de vêtements. Ou, mais moi, je suis braillard. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça pleurer. Des fois, je pleure pour rien. Des fois, j'ai un besoin de pleurer. Mais fait que c'est dur d'aller développer son estime, de développer sa personnalité, ses goûts, etc. quand tout a été contrôlé ou tout a été dit agis de même, agis pas de même, etc. Là. Il y a vraiment quelque chose de plus, je dirais, trajectoire psychologique puis attachement plus que neuro, là. OK, très intéressant. Et là, j'ai une question. Oui. À quel moment que ça peut être considéré une dépendance, que ce soit cellulaire, alcool, une personne, à quel moment que toi, tu dis, mettons que tu as reçu un patient, tu dis, ça commence à sentir la dépendance, là? Il y a un bris de fonctionnement. OK, on vient au bris de fonctionnement. On vient au bris de fonctionnement. OK. Si... tu sais, souvent, on va parler... le bris de fonctionnement, c'est pas nécessairement... j'ai été sous toute la nuit puis j'ai oublié telle affaire. Il y a une question de temps aussi. T'sais, si tu passes la majorité de ton temps à penser à ça, bien, c'est sûr que ce temps-là, tu ne l'as pas utilisé à autre chose. Donc, tu deviens moins productif. Si tu deviens moins productif, c'est pas genre j'ai été renvoyé nécessairement le bris de fonctionnement. Mais si tu vois que depuis que tu t'entraînes, depuis que tu as commencé telle activité ou depuis que tu as telle application, tu passes moins de temps avec tes enfants, tu passes moins de temps avec tes amis, tu préfères rester chez vous que sortir, puis toi, tu sortais tout le temps avant. Que tu deviens moins productif au travail parce que tu es toujours en train d'être distrait ou de penser à ça, là, il commence à avoir un problème de dépendance. OK. Ça nous est... Je recommence ma phrase, parce que j'ai plein d'idées, mais je pense qu'on est plus dépendant qu'on pense, entre autres à la technologie. Ah ben puis, tu sais, oui, on va parler de dépendance, puis là, je vais être alarmiste, là, mais tu sais, ça nous est tout déjà arrivé d'avoir l'impression que notre cellulaire sonne. Ah, puis il sonne pas. Tu sais, tu fais, je pense qu'il a vibré. Tu regardes. Ben non, il a pas vibré. Mais comment ça, tu étais à la recherche de cette sensation-là? Mais il y a un niveau un peu de dépendance à ce niveau-là. Tu sais, tous ceux qui vont faire, attends. Oui. Attends, t'es comme, mon Dieu, on jase, là. On parle, on soupe, puis tout d'un coup, ils font, hey, où j'ai mis mon sel? Appelle-moi. Ça dure 3 secondes, 5 secondes, puis ils font, hey, je l'ai laissé là. Mais ça, c'en est un. T'as un état de panique, de stress pour un objet qui n'a aucune fonction pour l'instant. Ça en est un symptôme de dépendance. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'on en a beaucoup plus qu'on pense. Oui, puis je m'inclus là-dedans. Là. Il y a des fois, je choupe avec mes enfants, puis je suis comme, hey, je l'ai touché la tête et les oreilles quasiment. Fait que c'est ça. Fait que cette recherche-là, ben, ça a pris du temps dans ma journée de toujours faire, je l'ai tu, OK, il est là. Hey, c'est intéressant, puis ça. on crée un peu cette dépendance-là. Parce que c'est un cercle vicieux, c'est qu'à un moment donné, j'en ai vraiment besoin. Parce que maintenant... tout est dessus. Là. J'ai ma carte de crédit, j'ai mon téléphone, j'ai mes photos, j'ai mes courriels. Fait à force de centraliser
toutes nos utilités dans un seul objet, bien, c'est sûr qu'on en devient dépendant. Puis là, tu sais, je reviens à ma phrase de début, là, c'est on est des êtres dépendants. Ben oui. J'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de certaines choses dans la vie pour vivre. Mais c'est ça. Il y a certains extrémistes qui vont dire que la technologie va devoir faire partie intégrante au même titre que boire puis manger, parce qu'on en fait un outil en ce moment crucial à notre existence. C'est tellement intéressant, ça, parce que c'est vrai. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, là, je suis extrémiste, oui, là, je comprends. suis pas radical puis je suis pas conspirationniste, mais ça reste que c'est cette tendance-là. Quand on regarde l'explosion de l'utilité qu'on en fait, puis là, on est dans la balance des deux, de dire, oui, c'est une dépendance parce que je la cherche tout le temps, mais en même temps, l'utilité que j'en fais est saine des fois pour ma performance, mon fonctionnement, optimiser ma vie, tu sais. Puis là, on est dans les deux. C'est que je l'utilise, mais ça me permet de ne pas avoir de bris de fonctionnement, mais de trop l'utiliser. Fait qu'on est à cette ère-là. Mais à la seconde, comme je dis, qu'on le cherche trop longtemps, qu'on passe trop d'heures là-dessus, tu sais. Regardez là, combien d'heures vous avez passé dans la dernière... ils nous l'envoient, là, ceux qui ont des iPhones, là, vous avez passé 1h45, 2h, 5 heures par jour sur votre application. Bien, allez voir, tu sais, si j'ai passé 3-4 heures par jour sur TikTok, sur Instagram, ça commence à être beaucoup, là, tu sais. 100%. On parle des fois de entre 1 et 8 heures pour certaines dépendances. T'sais, mettons, ceux qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, il faut qu'ils passent 8 heures par jour dans leur tête à faire ça, 1 heure à faire des compulsions. Fait que, si on parle de 1 heure à faire des compulsions, 8 heures de pensée, bien, si on a passé 5 heures à regarder des TikTok, on se rapproche drôlement d'une certaine dépendance aussi, tu sais. Fait que c'est ça. C'est fou aujourd'hui quand notre téléphone est rendu vraiment un peu notre vie parce que, comme tu disais, nos photos sont là-dessus, carte de crédit, recherche Internet, dictionnaire, tout est cadran. Tu sais, puis là, je t'écoutais, c'est sûr, je pensais à moi-même ce que je fais, puis moi, je suis le premier, je veux dire, je suis dépendant de ma montre parce qu'à chaque fois que je m'entraîne, j'ai ma montre. Quand je cours, j'ai ma montre. Fait qu'aujourd'hui, dès que je sors, si j'ai pas ma montre, je suis comme, ah, merde, j'ai pas ma montre. Fait que je suis rendu dépendant d'une montre, mais qui est utilitaire aussi à ces moments. Genre. Oui, puis, tu sais, si je fais le lien avec la dépendance au sport, ben ces gens-là, c'est là qu'on va le voir aussi. Il faut toujours qu'ils le sachent. Là, ils vont être en train de parler, là, puis ils vont regarder, ils vont faire, comment ça, mon cœur s'emballe? Comment ça, là, j'ai monté à ça? Là, ils sont dans une discussion en ce moment, puis là, tu vas réfléchir à mon cœur n'est pas supposé, là, parce qu'ils vont le voir. Puis là, c'est de la dépendance pure et dure, tu sais. Là, toi, c'est dans l'habitude, tu as une certaine utilité, puis tout ça, mais à moins que tu me dises, je t'ai pas écouté, Mathieu, de toute l'émission, parce que j'ai vu là, que mon cœur cœur... 67 Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est pas... Tu sais, on peut critiquer après l'utilisation qu'on en fait puis voir si c'est vraiment si utile ou quoi que ce soit. Mais là, je vois pas de bris de fonctionnement nécessairement. Puis c'est là où je dis, on est vraiment entre les deux. La technologie est utile pour optimiser notre quotidien. Là où il y a le bris de fonctionnement, c'est vraiment quand ça vient brimer. Fait que si tu vas te coucher 3 heures plus tard parce que tu es encore sur des vidéos de TikTok, ça devient une dépendance. Là, fait que tous les jeunes qui disent je vais me coucher, il est 11 heures, mais s'endorment à 1 heure, 2 heures parce qu'ils sont pris dans leur TikTok ou dans leur Instagram ou quoi que ce soit, ou leur jeu, bien, ça en est ça, une dépendance parce qu'ils viennent de brimer leurs heures de sommeil qui est essentiel pour faire une activité. Puis tu sais, très souvent, là, si je leur demande hier, qu'est-ce que tu as écouté, ils s'en souviennent pas. Ça n'a pas marqué leur vie. Mais là, il y a tout le FOMO de j'ai peur de manquer la nouvelle trend, je veux voir nanana. Puis c'est là où il y a dépendance ou bris de fonctionnement. Puis là, il y a des dépendances plus graves, moins graves, là, d'intensité. Ben oui, mais pour moi, quelqu'un qui dit je suis pas capable de pas regarder 2-3 heures avant de me coucher, ben, ça commence à être problématique. Là. Et puis, là, on a parlé beaucoup de bris de fonctionnement. Est-ce que ma question était, comment on fait pour distinguer un usage excessif et une dépendance? Est-ce qu'on parle encore du bris de fonctionnement ou... Tu sais, parce que moi, je suis le premier à dire, tu n'aimeras peut-être pas ma façon de penser, mais je pense que des fois, pour réaliser de grandes choses, tu dois être débalancé. Tu sais, je pense que tu dois être un peu obsesse avec certaines choses pour réaliser tes objectifs ou tes buts. Est-ce que ça frôle un peu la dépendance en disant ça? Pas nécessairement. Ça dépend si ça reste sain. Tu sais, tu as raison, il faut être motivé, il faut avoir un but précis, il faut se mobiliser au détriment de certaines choses. Mais ça, tu as un objectif, puis une fois que tu as cet objectif-là, il va changer. C'est vraiment dans l'atteinte de quelque chose. Fait que
il y a quelque chose de simple. Là. Je dis globalement de simple parce qu'il n'y a pas d'exemple concret, là, mais globalement, ça, c'est simple et c'est correct. J'aime la différence entre excès puis dépendance. Dans notre DSM, là, qui est le livre diagnostique pour les psychiatres, etc., là, de tous les troubles de santé mentale, il y a une différence entre excès et abus, entre autres. Qui est la dépendance. Là. Donc, l'abus, c'est j'en prends puis ça mine le bris de fonctionnement, comme on parle. L'excès, c'est one shot, mais beaucoup trop. T'sais, on a tout un ami là, qui, quand il commence à boire, faut qu'il boive. Puis là, il faut que tout le monde boive. Il peut pas juste prendre une bière. Lui, il faut qu'il se rende à côté, blackout tout le temps. Lui, il fait des excès. Comprenez? Il boit pas toute la semaine. Il boit pas pendant 2 semaines, peut-être pendant 3 semaines. Mais quand il boit, il va all-in. Ça, c'est de l'excès. Ça peut être un diagnostic. C'est un vrai diagnostic. On peut être atteint d'excès avec l'alcool. De dire, je suis pas capable d'avoir un fond, un arrêt. Quand je commence de quoi, j'y vais all-in. Je m'excuse de te couper. Vas-y. On entend, en tout cas, moi, j'ai entendu souvent des gens dans ma vie dire moi, je suis quelqu'un d'excessif ou moi, je suis dans les excès. Est-ce que c'est aussi le système, pas préfrontal, le système limbique? Oui, merci. C'est-tu le système limbique ainsi que la dopamine habituellement, qui sont ensemble aussi dans ces cas de comportement-là? Oui. Il veut sa dose complète. OK. Puis elle veut intensément. Fait que oui, ça en est une différence. Quelqu'un qui, à tous les jours, boit va avoir un bris de fonctionnement sur son quotidien, puis je reviens à tout ce qu'on a dit avant, mais l'excessif en a un aussi parce qu'il n'est pas capable. Le bris, c'est il n'est pas capable d'être heureux ou d'obtenir son gain ou sa satisfaction autre qu'à l'extrême, tu sais. Fait que oui, là, ça. Puis on en connaît tous, là, des gens qui vont dire je me mets à l'escalade, puis au lieu de s'inscrire un petit cours ici, ou qui vont full equip, puis ils vont dépenser 10 000, puis un an plus tard, ils sont comme moi, finalement, c'était pas un sport pour moi. Là. Ça, c'est de l'excès. Là. C'est pour faire quelque chose, faut y aller au grand complet, all-in, pas de demi-mesure, là. Mais ça aussi, ça en est une problématique, là. Puis, est-ce qu'il y a des signes comportementaux qui montrent qu'une personne peut devenir dépendant ou qui est plus prédisposée à devenir dépendant ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y a pas de prédisposition. Souvent, ce qu'on va dire, c'est sûr que si on a déjà été dépendant, on est plus à risque de rechuter ou de recommencer une autre type de dépendance. Quand on parle du cycle de dépendance, on sait que la rechute fait partie du cycle. T'sais, on le sait que nécessairement, il va y avoir rechute à un moment donné. Puis la rechute, est-ce que ça peut être en lien avec la même dépendance? Ça peut être OK. Oui. Tout le temps. Okay. Souvent, c'est ça. Les gens sont honteux de ça. Ils se sentent coupables. Ils sont comme, hey, ça fait, je dis n'importe quoi, là, mais ça fait 5 mois, j'ai pas bu, j'ai pas pris de cigarette, etc. Ah, j'en ai consommé un. J'ai fumé une fois. La rechute fait partie du processus de guérison. C'est inévitable. Là, et pourquoi? Parce que c'est dur enlever une dépendance. C'est dur de passer de 0 à 100. T'sais. C'est quelque chose, c'est un choix que tu fais au quotidien. Ouais. Pensez-y, si je te dis arrête de te ronger les ongles, tu fais mais c'est une habitude. Non, mais arrête tout le temps. C'est sûr que tu vas te remettre le doigt à un moment donné sans t'en rendre compte par habitude. Puis souvent, eux, ils utilisent ça. T'sais, là, on parle des vraies dépendances, mettons alcool, drogue, des jeux ou quoi que ce soit. Ils utilisent ça pour réguler leurs émotions. Et si je me sens triste, je vais consommer. Si je me sens rejeté seul, ben je vais aller jouer à mes jeux où là, je me sens bon parce que je suis bon dans ce jeu-là ou quoi que ce soit. Fait que souvent, ça a une source de régulation des émotions. Mais leurs émotions, ils disparaissent pas. Eux, ils ont juste enlevé le moyen pour gérer leurs émotions. Il faut qu'ils développent d'autres moyens pour les gérer, là. Fait que la prochaine fois que tu te sens triste, isolé, ça fait 2 ans que tu t'en vas vers ton jeu puis tu joues tout seul. Ben oui. Là, je me sens triste et isolé puis je fais c'est dur, j'ai pas développé d'autres stratégies. Puis c'est pour ça que la dépendance, il faut être accompagné, il faut des groupes de soutien, des amis, etc., un thérapeute, mais est-ce qu'on doit développer à quoi qu'elle répondait cette dépendance-là, outre le burst de dopamine ou la charge dopaminergique qu'on va aller chercher, reste qu'en termes de comportement ou de régulation des émotions, elle avait une fonction. Donc, tu consommais, tu buvais ou tu fumais ou tu prenais de la drogue ou tu jouais pour une raison. Mais cette raison-là, elle va encore être là si tu arrêtes de jouer ou tu arrêtes de fumer. Puis c'est là où il faut développer d'autres stratégies qui vont être plus saines. C'est ça qui fait en sorte que la dépendance va revenir parce que tu vas revivre cette émotion-là
sûr et certain. Les émotions font partie de notre vie. Ben oui, c'est utopique. Là, moi, j'ai quelqu'un devant moi qui disait hey, écoute, avec moi, là, tu ne retoucheras plus jamais. Je sais, c'est sûr, tu vas encore y retoucher, mais on va en parler. Et puis là, on va être conscientisé de ce petit geste-là peut te mener à, puis on va apprendre ton cycle de rechute puis de dépendance. Tu sais, ça fait partie des thérapies, entre autres motivationnelles. Ouais. Parce que si on considère la rechute comme un échec thérapeutique, ben, on n'aidera personne. Puis il n'y a personne qui va se faire aider. Ils vont tous rechuter. Tu sais, ça fait partie. C'est correct, il faut le nommer. Puis justement, ça va te faire grandir parce que là, tu vas avoir un nouveau choix de dire, ben là, je m'en ressors ou pas, tu sais. Puis on connaît tous des gens qui ont essayé d'arrêter de fumer, qui l'ont fait pendant 1 an, qui ont rechuté, qui ont recommencé, mais ça fait partie, c'est correct. Puis à un moment donné, ils vont vraiment réussir. Puis c'est pas un manque de volonté de la première fois, j'étais trop jeune. C'est vraiment que ça fait partie du cycle. Puis ça a pris tant de temps à trouver comment gérer mes émotions, comment réguler ce que je vivais, là. Tu vois, tu me fais penser à mon voisin. J'étais très jeune là, à l'époque que j'habitais chez mes parents. Puis mon voisin, lui, il fumait la cigarette. Puis il a fait une crise cardiaque à un moment donné. Puis il avait arrêté de fumer justement en lien avec ça. Puis je pense que c'est une affaire comme 3-4 ans. Et puis j'étais jeune, là, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans. Mais on disait que ça m'avait vraiment marqué. 3-4 ans plus tard, il avait recommencé à fumer. Puis j'étais sorti dehors, puis je l'avais surpris en train de fumer. Je disais, tu sais, un peu surpris, je suis comme ça bien. Et c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Tu sais, il avait été capable de ne pas fumer pendant 3-4 ans. Puis là, comme j'imagine, c'est la rechute, comme que tu dis. Et là, je m'en viens en parallèle. J'avais entendu Étienne Boulay dans un balado. Là, je ne veux pas déformer ses mots, mais en gros, c'était quelque chose comme... quelqu'un a demandé est-ce que tu sens que tu peux retomber, puis il dit c'est un combat à tous les jours. Tous les jours, et c'est de travailler à tous les jours et de ne pas penser dans 6 mois, 1 an où je vais être, à chaque jour. Puis j'ai beaucoup aimé cette philosophie-là de se concentrer sur aujourd'hui. Pas dans 2 semaines, pas dans 3 semaines, comment je vais me sentir, puis aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille pour m'en sortir. Demain, c'est une nouvelle journée. Je vais travailler pour m'en sortir. J'ai beaucoup aimé cette philosophie-là. Puis je trouve que en tout cas, du moins, je pense que ceux qui ont une dépendance présentement, d'essayer d'opter avec cette philosophie-là, tu sais, de donner un défi jour par jour. Pas de dire, moi, j'arrête pendant 6 mois. Non, j'arrête aujourd'hui. Demain, j'arrête aujourd'hui aussi. Ça, c'est la philosophie de tous les groupes d'entraide qu'il y a. Tu sais, quand on parle des AA, alcooliques anonymes, NA, narcotiques anonymes ou CA, cocaïnomane anonyme, là, ils ont cette philosophie-là. Tu sais, ils vont dire, on est alcoolique là, toute notre vie, puis c'est une journée à la fois. Puis là, ils ont leur écusson une journée, puis tout ça. Mais la base, c'est justement ce que tu viens de dire. C'est quand on parlait là, de changer notre focus, puis j'avais dit, il faut y aller modérément. Notre cerveau aime avoir des réussites. Oui. Tu as dit, j'ai réussi aujourd'hui, ton cerveau va être content. Toi, tu vas être content de dire, j'ai réussi aujourd'hui. Dire, je vais réussir les 6 prochains mois, ça veut dire que tu n'as pas de récompense pendant 6 mois. Ça, c'est dur. T'sais? Je comprends. De revenir à, ça, c'est mon objectif. Aujourd'hui, ma journée. Des fois, ça va être plus court. Ça va être, là, je m'en vais au party. Je sais que quand je bois un peu, j'ai le goût de fumer la cigarette. Là, je veux juste passer le party. Et là, c'est le party. Là, je vais être content d'avoir passé le party, là. Puis mon objectif va être 4 heures, 1 heure, 2 heures, tu sais. Mais c'est, je veux passer à travers ça. Des fois, c'est avec des gens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, où la personne va fumer avec toi une odeur. C'est, ce qui est un peu traite, puis là, je prends l'odeur de cigarette, mais on a tous déjà roulé, puis la personne devant nous, en auto, jette sa cigarette. Là, ça passe en dessous de notre char, puis on a l'odeur dans notre voiture. Ouais. Mais c'est ça qui arrive, tu sais, c'est qu'ils sont constamment bombardés d'odeurs, de goûts, d'intentions, de personnes qui leur rappellent leur consommation. Puis là, il faut que tu luttes contre ça. C'est pas quelque chose que tu prévois puis que tu fais comme, là, moi, c'est tous les mercredis à telle heure. C'est que ça va sortir de nulle part. Tu vas vivre une émotion. Là, tu vas faire, là, j'en grillerais une, ça serait plus facile. T'sais. Probablement comme lui, il s'est levé, il filait pas, ton voisin. Ouais. Puis il a fait, là, je la fume, puis là, ça va régler mon sentiment ou comment je me sentais parce qu'il s'est brimé trop longtemps. Mais oui, il faut que tu y ailles. Une des philosophies, justement, des groupes d'entraide, c'est vraiment y aller jour pour jour, jour par jour, se donner des petits objectifs, puis te donner la satisfaction d'avoir réussi. Là. Ben oui. Ouais. Je trouve ça fascinant parce que, tu sais, même, je t'ai répondu à énormément de questions. Puis j'en pense à un de mes amis que j'ai reçu récemment. Lui, il consommait énormément de potes. Puis quand je dis énormément, là, il fumait, si ma mémoire est bonne, il me dit entre 20 et 30 fois par jour. Ouais. Et du jour au lendemain, plus rien. Je trouve ça vraiment incroyable qu'il y en a qui sont capables d'arrêter en claquant des doigts, merci, bonsoir, visite. Puis, tu sais, il y en a d'autres que c'est vraiment difficile. Puis,
je me dis, c'est pas juste la motivation. Là, c'est pas juste parce qu'il y en a qui veulent et sont pas capables. Fait on dirait que je suis curieux de savoir et d'avoir une certaine explication pourquoi il y en a qui sont aussi capables d'arrêter facilement, pourquoi il y en a qui c'est aussi difficile. T'sais. Ça peut dépendre de la raison pour laquelle ils ont commencé. T'sais, souvent, on va le regarder là, avant. Si toi, tu commences par ennui ou tu commences par anxiété, il y en a beaucoup qui consomment du pot par automédication. Donc, sont anxieux. Donc, fument le matin parce qu'ils se disent, moi, si j'ai pas mon joint le matin, je vais être trop stressé, je me sentirai pas bien. Si j'enlève l'anxiété, tu n'auras plus besoin de fumer. Fait que là, les gens, la source de stress diminue, font de la thérapie ou ils arrêtent d'être stressés, s'habituent de vivre avec ça. Mais la fonction de consommer peut s'arrêter à ce moment-là. T'sais, si les gens, quand sont, là, je dis n'importe quoi, mais on le voit souvent, là, des gens vont perdre leur emploi, vont commencer à consommer, ont un nouvel emploi, c'est fini. Ben oui, mais tu consommais par ennui. Tu savais pas quoi faire, tu te sentais un peu déprécié parce que tu venais de perdre ta job auprès des autres. Là, tu t'en fais une nouvelle, tu es occupé, tu n'as plus ce besoin-là nécessairement. Fait que souvent, ça peut avoir un lien avec quelle est la raison pour laquelle tu consommais au départ. Puis là, je dis ça peut parce qu'encore une fois, ça dépend de la substance et de la drogue. Là. Mais oui, comme il y en a qui consomment énormément de pot pour s'endormir. Pour s'endormir, ils ont besoin de fumer. S'ils apprennent des meilleures stratégies pour aller se coucher, pas d'écran, lire, se calmer, repos, pas de lumière bleue, entre autres, une bonne routine de sommeil, c'est-à-dire toujours se coucher à la même heure puis se lever à la même heure. Notre cerveau a besoin de ce qu'on appelle le rythme circadien, là, a besoin de cette routine-là. Fait que même la fin de semaine, c'est pour ça que des fois, quand on a un travail, les gens qui ont un travail, admettons, de 9 à 5, la fin de semaine, vont quand même se réveiller sans cadran, puis vont faire « Pourquoi je me suis levé? C'était ma fin de semaine. » Mais c'est ton corps. Il a eu sa dose de sommeil. Donc, si je suis capable d'instaurer un meilleur rythme circadien ou une meilleure routine de sommeil, ça se peut que les personnes qui consomment pour s'endormir par insomnie, mais n'aient plus besoin de consommer, parce que là, ils vont s'endormir pareil. Souvent, il y a une raison derrière, puis c'est ça. Donc, si on a perdu notre emploi ou on consomme parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis, si on commence à s'en faire, on va voir qu'on n'a plus le temps de consommer. C'était pas un besoin de... Ceux qui durent plus longtemps, souvent, c'est des besoins... j'ai pas beaucoup d'estime. Je l'utilise pour oublier une partie de moi ou une expérience que j'ai vécue. Qui là, ça s'enlèvera pas tout seul, habituellement, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'ils ont un travail, comme je disais, de gestion des émotions à faire, de comment réguler leurs émotions puis les situations. Fait que si ta fonction, c'est la régulation des émotions, je ne peux pas dire que ça va te prendre plus de temps puis tu ne changeras pas du jour au lendemain, mais il y a plus de chances que faut que tu trouves une autre façon de réguler tes émotions. Si c'est par ennui, par anxiété, par difficulté d'insomnie ou quoi que ce soit, ben ça, c'est des causes qu'on peut enlever plus rapidement que bâtir une estime de soi. Là. Fait que là, le besoin est peut-être moins présent. Là. La fonction est plus là. C'est tellement intéressant. C'est parce que dans le fond, ça serait un peu dire que les gens commencent un peu à consommer une certaine raison derrière ça. Habituellement, oui. On consomme jamais. Souvent, les études vont montrer, là, on demande aux ados, pourquoi tu as consommé? Pourquoi la première fois tu as consommé? Souvent, ce qui ressort, c'est positif. La première consommation, c'est par curiosité, pour voir c'était quoi la sensation. Il y a des effets, il y a des raisons plus négatives, la pression sociale, c'est sûr, c'est sûr. Mais si on leur demande pourquoi tu as continué, tu n'as plus besoin d'être curieux. Non. Là, tu l'as essayé. Bien là, habituellement, ce n'est que négatif. C'était parce que je voulais être comme les autres. Je voulais pas qu'ils me jugent parce que j'étais le seul à pas consommer. Parce que là, ça m'a dégêné. Puis là, j'ai réalisé que je me sens moi-même quand j'ai enlevé mes barrières. Là, j'ai pu approcher la fille ou le gars que j'aimais vraiment beaucoup. Puis là, on se rend compte que ça a une fonction. Enlever tes inhibitions, être comme les autres. Mais la première consommation, c'est habituellement pour je veux pas dire une bonne raison parce que je veux pas prôner la consommation, là, pas chez les mineurs, mais on comprend que ils ont le goût d'essayer. Ouais. C'est une opportunité et ils étaient là. Mais c'était pas parce que je veux avoir une meilleure estime, parce que je veux me sentir plus à l'aise, parce que je suis trop inhibé, puis là, j'ai besoin de m'extérioriser, parce que pour avoir du fun, ben, j'ai besoin de ne pas me sentir jugé ou quoi que ce soit. Ça, c'est les raisons pour qu'on continue de consommer. On pourrait se poser la même question à chaque fois. Moi, pourquoi je prends ma coupe de vin les vendredis soirs, puis je fais comme, j'ai eu une grosse semaine, là, je le mérite. Mais je peux mériter aussi un verre d'eau, verre de lait.
Pourquoi j'ai besoin de cet alcool-là? Ben, très souvent, c'est que c'est un désinhibiteur. Ça va me calmer, ça va m'apaiser. C'est un dépresseur. Fait que là, j'ai eu une grosse semaine là, chargée. Je bois un peu d'alcool, puis là, je fais ça vient de me calmer. Je suis pas de dépendance à l'alcool, mais l'utilité que j'en ai pris, c'était vraiment un dépresseur. Je voulais l'effet dépresseur. C'est fou, ça. Ouais. Ça me fait tout le temps penser à ce que tu viens de dire, m'a fait penser à l'exemple qu'un parent me disait quand eux autres, ils étaient jeunes, ils allaient dans une cantine à côté de où ils étaient. Puis il disait, il y avait un monsieur, le matin, il arrivait, il était super gêné, super timide, puis il prenait, là, mettons, son assiette, puis il disait pas un mot. Puis le soir, le monsieur avait bu de l'alcool, puis là, il arrivait, puis il était bruyant, il parlait avec tout le monde, puis il jouait avec tout le monde. Fait que probablement que lui, tu sais, comme tu dis, peut-être que la première fois qu'il a bu, c'était par curiosité. Puis après ça, il a vu que ça semblait la gêne, puis là, il est devenu accro au fait de plus être gêné. Avec oui, autres. parce que là, après, tu as de meilleures relations sociales, selon lui. Là, il dit, là, enfin, j'ai des relations sociales. Là, j'ai plus d'anxiété sociale qui me dit, je vais te faire juger, tu vas te faire pas aimer, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. Tout ça est aboli avec l'alcool, là. Fait que oui, souvent, c'est à cause de ça. Ils vont se dire, si je veux passer à travers cette soirée-là, ben, il faut que je sois intoxiqué. Puis on en voit, il y a beaucoup de gens là, qui vont faire ça, qui vont fumer, consommer avant de rentrer dans le party, dans le bar ou quoi que ce soit. Parce que même avant d'arriver au bar, ils vont se sentir jugés, inadéquats. Fait qu'ils ont besoin de le faire tout de suite à la maison, dans l'auto. Certains de mes chums faisaient ça. Puis tu vois, j'avais jamais vu ça de cette façon-là, mais c'était intéressant. Oui. C'est bon. Là, j'enlève la partie on est jeune, pas beaucoup d'argent, puis je préfère consommer que payer. Mais si les gens... Qu'est-ce que je porte, comment ils vont me juger, je vais-tu me coucher trop tard, là, je vais être sûr de toffer tout le long, faut être drôle, faut... être social, ça vient aussi avec un peu d'anxiété. Fait qu'il y a certaines personnes que oui, vont devoir consommer bien avant. Même que si c'est juste une bière, tu n'as pas besoin d'être sous pour vivre un effet dépresseur. T'sais, mon exemple de coupe de vin le vendredi soir, c'en est un bon. J'ai besoin juste d'une coupe de vin, j'ai pas besoin de la finir, ma bouteille, pour avoir l'effet de c'est un vendredi soir puis on est calme. Puis après, rentre l'habitude. Si je suis habitué de consommer, tu sais, admettons, moi, je consommais quand même beaucoup de vin. Là, je consommais un verre de vin à tous les soirs avant. Je mangeais ça, je mangeais, puis je buvais ma coupe de vin. Quand ma femme est tombée enceinte, j'ai voulu être, gentil avec elle. Là, je la soutenir, puis je me suis dit, je vais arrêter de boire en même temps que toi. Si toi, tu peux pas boire ta coupe de vin, moi non plus. Puis on n'a jamais recommencé après. Là, si je bois un verre de vin aux 2 semaines... Je veux dire, là, mes enfants ont 6-4 ans, là. C'est beaucoup, mais il y a quelque chose d'habitude. Après, là, je consommais juste par habitude. Le soir, j'étais comme, c'est ça qu'on fait d'habitude, on boit. C'est intéressant. Mais ça pourrait être considéré comme une dépendance, de dire, il fallait absolument que j'aille mon vin, sinon mon souper n'était pas réussi. T'sais. Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile au début? Quand t'as arrêté? Oui, quand même, oui, parce que par automatique, c'est ça, tu y vas, oui, puis là, tu as l'impression qu'il te manque de quoi, le goût est pas le même, puis là, après, tranquillement, pas vite, tu peux te sevrer, puis tu réalises que tu n'en as pas de besoin, puis tu te sens plus en santé, tu dors mieux, tu dis, bon, etc., tous les bienfaits d'une consommation modérée. Mais oui, au début, il y a quelque chose au niveau de l'habitude que tu fais. Moi, j'étais habitué de faire ça, comme la cigarette. Tu rentres chez vous, puis tu l'allumais avant de rentrer, là, tu rentres chez vous, puis tu es comme, j'ai rien. Ils vont commencer à... C'est pour ça qu'ils grignotent des fois. Ils vont manger les crayons. C'est juste par habitude d'avoir quelque chose sur les lèvres. Il y a beaucoup de fumeurs qui vont grignoter, qui vont se ronger les ongles, qui vont devoir avoir de la gomme. C'est pas parce que c'est nicotine ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont besoin que la bouche bouge parce qu'ils ont une habitude d'avoir quelque chose dans la bouche. Fait que c'est ça qu'il faut aller changer aussi quand on a des dépendances et on veut s'en sortir. C'est intéressant, ça, puis tu parles d'habitude parce que ma mère, justement, quand elle est tombée enceinte de moi, elle a arrêté de... Bien évidemment, elle a arrêté de fumer. Mais avant, elle avait fumé une certaine partie de sa vie. Puis je me demande si c'était pas... je me souviens, on va dire, après déjeuner, après un société. Elle disait que c'était cette cigarette-là qui était bonne, genre. Je me sens que c'était ça après le déjeuner, mais c'était l'habitude, en fait, qu'elle avait créée de prendre une cigarette. Mais ceux qui diminuent leur consommation de cigarettes, entre autres, savent laquelle qu'ils vont arrêter en dernier. Pour vrai? Mais oui. T'es sûr, hein? Ah ouais, ils sont comme, moi, celle de 10 heures, je suis capable de m'en passer, mais enlève-moi pas celle de midi, tu sais. Puis puis c'est comme ça qu'ils vont commencer à réduire, tu sais. On va dire, tu prends 5 cigarettes par jour, tu tombes à 4, tombes à 3, tombent à 2, puis ils savent exactement que la dernière, c'est laquelle. Ils savent qu'avant de se coucher, eux, ils aiment ça, aller en fumer une. Mais qu'ils sont capables un peu plus de se libérer avant le souper, tu sais, bon. Fait que il y en a 1, 2, tu sais, des fois qui sont vraiment plus importantes. C'est là où on voit la fonction de la consommation. Si c'est avant de te coucher, si c'est pour partir ta journée, si c'est pour
oui, il y a l'habitude, mais il y a aussi une fonction à cette consommation-là. Mais oui, ceux qui y vont progressivement, au lieu de je tombe de 5 à 0, ils le savent intérieurement ou quand ils le font en thérapie, on l'identifie, là, c'est laquelle ta dernière cigarette. Oh, ouais. Ben oui, puis on va te préparer pour justement éviter le plus de rechutes possible parce qu'on sait que la rechute fait partie du processus, mais on va essayer d'en avoir rien qu'une ou deux au lieu de 5-6, tu sais. Mais parce qu'on va savoir trouver c'est laquelle puis pourquoi. C'est quoi sa fonction à cette consommation-là? C'est fou parce que, tu sais, je trouve, tout ce qu'on a dit est super intéressant. Puis malgré que ces choses-là sont mauvaises, en grande majorité, mettons la consommation de drogue ou cigarettes, c'est mauvais pour la santé. Mais une fonction, là, à la base, il y avait une fonction de cette consommation-là. Oh, ouais. C'est spécial, je trouve, le cerveau humain que on a besoin quand même de faut boire, faut manger, mais on trouve une fonction à des choses qui peuvent venir aussi à notre santé. Ouais. Mais on a besoin vraiment de cette fonction-là pour... Parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, bon, ma métaphore est niaiseuse, là, mais si je ne sais pas quoi faire d'autre, je refais toujours le même comportement. Tu sais, la métaphore boboche, là, on dit souvent aux sauveteurs, tu sais, crie pas aux enfants, cours pas. On dit marche, offre-y l'alternative. C'est vrai. Mais c'est ça, là, on va dire fume pas. Ouais, tu veux que je fasse quoi à la place? Moi, j'ai toujours fumé. Non, fume pas. Fait qu'on va leur dire, mange la gomme, lis, va prendre une marche. On va leur offrir cette alternative-là. Parce que si je fais juste dire consomme pas, je veux bien, là, mais tu sais. Puis ceux qui ont des enfants le comprennent bien, là. Je veux dire, moi, quand je dis à mon gars, arrête de sauter sur le lit, et ça va me prendre la répétition parce que là, il va sauter ses genoux puis il va dire, mais là, je saute pas ou, il va ramper. Puis là, je suis comme, non, ce que je veux, c'est reste assis. Fait qu'il faut offrir une alternative à des comportements. Mon gars a besoin de bouger, je veux pas qu'il bouge comme ça. Fait que je vais lui dire, va à telle place, va sur la trampoline ou quoi que ce soit, au lieu de dire, arrête de sauter sur le lit. C'est la même chose pour la consommation. Si je te dis juste, arrête de consommer, je veux bien, c'est souvent ça qui fait en sorte qu'on a une rechute. Les gens font comme, OK, je vais arrêter. Mais là, ce n'est que de la motivation puis de la volonté. Pour de vrai, good luck. Ah ouais, hein? La motivation, là, c'est overrated dans le sens. Oui. C'est pas vrai que tu peux juste, avec de la motivation, tout faire. Là. Faut que tu trouves des alternatives, faut que tu puisses être soutenu. Oui, ils vont peut-être toffer 2, 3 jours, 1 an ou quoi que ça. Mais à un moment donné, ça va les rattraper s'ils trouvent pas une fonction différente, puis on ne leur offre pas cette alternative-là pour réparer ou pour remplacer cette fonction-là. Fait que, oui, il faut vraiment leur montrer. Puis ça commence comme ça, prends des marches. Puis là, il y a des gens qui vont nous dire, moi, quand je prends des marches, j'ai des odeurs. Fait que là, ça m'aide pas. OK, va prendre une douche, mange des carottes, mastique une gomme. Puis là, on va essayer de trouver une alternative à ce qu'ils vivent, tu sais. Regarde, je trouve que ça finit très bien l'épisode aujourd'hui. Je trouve ça super fascinant, en fait, de savoir comment que le cerveau humain réagit face à ça, pourquoi il réagit comme ça, de où ça vient. Et encore, je suis encore sur le cul et abasourdi qu'on a des molécules que tu me parlais. Des récepteurs, c'est ça, les récepteurs. Ça me... Regarde, moi, c'est ce que j'ai retenu le plus du balado aujourd'hui. Ça m'a jeté à terre, ça. Fait que c'est... En tout cas, Mathieu, encore une fois, toujours aussi intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vais mettre toutes les informations, Mathieu, dans la bio. Et as-tu quelque chose que tu as rajouté? Quelque chose que tu dirais nous un projet ou quelconque ou n'importe quoi? Projet quelconque, je sais pas. Okay. J'en ai, je peux pas nécessairement les dire tout de suite. Oui. Mais sinon, pour de vrai, pour les gens qui nous écoutent, s'ils se sont reconnus, que ce soit dans une dépendance à un objet ou émotionnellement, pour de vrai, n'hésitez pas à le nommer. La chose la plus difficile, c'est le nommer. T'sais. Fait qu'une fois que c'est nommé, les gens vont pouvoir vous aider, vont pouvoir vous accompagner. Sinon, allez chercher de l'aide. Là. Pour la cigarette, pour de vrai, le CLSC, la pharmacie aide énormément. Tu peux avoir des patchs, tout ça. Mais n'hésitez pas. Si quelqu'un se reconnaît. Puis encore là, si les gens sont pas sûrs, s'ils hésitent, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller regarder. Oui, puis souvent, c'est ça, ils font je sais pas, je vais relire là-dessus. Non, si tu as hésité, si tu t'es reconnu à quelque part, hésite pas, vas-y, tu sais. Puis ça peut pas nuire. Ça, c'est sûr. Fait que voilà. Un gros merci, Mathieu. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bye. Bye.